I'm now going to introduce to you Mauricio Ruiz. Détient un doctorat en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches ont porté sur la sauvegarde et la transmission du patrimoine de la fauconnerie par le biais de livres sous une perspective inspirée de la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Dernièrement, il a enseigné le cours Patrimoine, théorie et pratique à l'Université du Québec en Ottawa et à l'Université du Québec à Montréal. Et il a parlé de nous à la tête de Menendez-Ruiz. La fauconnerie est une activité qui consiste à employer les rapaces comme auxiliaires pour chasser le gibier à plumes ou à poil. Tant l'aigle, le faucon, l'autour, l'épervier et la buse sont susceptibles de s'unir à l'humain afin de lui procurer non seulement une source d'alimentation diversifiée, mais également plusieurs plaisirs reliés à la chasse, de l'exercice physique, diverses connaissances sur le monde naturel et une véritable discipline de vie. Ce sont là quelques raisons qui expliquent pourquoi la fauconnerie représente une activité sauvegardée et transmise depuis des siècles, et ce, à l'échelle mondiale. Ce sont ces mêmes raisons qui expliquent pourquoi la fauconnerie, et plus largement la chasse, demeure un thème constamment relayé sous la forme du codex. Très tôt dans l'histoire du livre, le savoir-faire des maîtres fauconniers gagne l'espace de la page par le texte et l'image, pour ainsi contribuer à instruire tous ceux qui désirent s'adonner à ce mode de chasse exaltant. En d'autres termes, les livres de la fauconnerie s'inscrivent pleinement dans ce qu'il convient d'appeler le livre technique, un livre préoccupé tout autant par la théorisation d'une pratique concrète que par la mise en pratique d'une théorie abstraite. Dans cette communication, l'attention est focalisée sur un livre de fauconnerie traduit et édité par les soins de Casey Wood et Marjorie Fife, à partir d'une œuvre remontant au temps des manuscrits enluminés, le De Arte Venandi cum Alibus, ou l'art de chasser avec les oiseaux, attribué à Frédéric II de Hohenstaufen, empereur romain et roi de Sicile. Je connais très peu le personnage historique de Frédéric II, ses croisades, ses conflits ardents avec la papauté, son ascendance et sa postérité. Cependant, je connais bien l'œuvre de fauconnerie de Frédéric II, qui s'efforce de transmettre aux apprentis chasseurs les principes d'un art que personne avant lui n'avait encore décrit avec autant de précision et de minutie. Comme plusieurs autres, je reste redevable aux travaux de Wood et de Fife qui ont contribué à introduire dans la sphère du large public l'un des traités de chasse parmi les plus remarquables jamais produits. La fauconnerie n'est pas un mode de chasse pratiqué depuis longtemps en Amérique du Nord. Jusqu'aux années 1930, elle reste une activité conduite de façon isolée, comme le souligne Ken Carney dans son ouvrage Ancient Sport in the New World, A History of Falconry in the Americas. En effet, il faut attendre la période de la Grande Dépression pour voir la popularité de la fauconnerie s'accroître aux États-Unis et au Canada. Les parties de chasse organisées vont alors s'intensifier autour de quelques fauconniers expérimentés, plus précisément sur la côte est des États-Unis. Je disais donc que c'est une époque qui coïncide, donc les années 30, également avec les premiers gestes visant à protéger les rapaces, longtemps considérés comme des animaux nuisibles dans les sociétés industrialisées. Les années 1930 marquent enfin les premiers efforts venus du continent américain pour fournir une littérature originale aux nouveaux adeptes de la chasse au vol. Nous comptons parmi cette littérature du début du siècle 3 livres très distincts qu'il convient d'introduire, quoique rapidement. D'abord, le manuscrit de Luff Meredith, American Falconry in the 20th Century, imprimé seulement en 1999 par les soins des presses de l'Archives of Falconry à Boise.
Il s'agit d'un livre visant essentiellement à introduire le lecteur au monde de la fauconnerie par le biais de la littérature classique du sport. Meredith était plutôt porté vers la connaissance des oiseaux de proie que vers la chasse. Nous comptons ensuite le livre Hawks in the Hand, Adventures in Photography and Falconry de Frank et John Craighead, publié en 1939 par les Riverside Press au Massachusetts. Dans ce livre, le lecteur est amené à suivre les aventures vécues dans le monde de la fauconnerie par les jumeaux Craighead en employant, comme son titre l'indique, l'outil photographique adapté depuis peu à ce propos. Enfin, le livre Falconry, A Handbook for Hunters de William Russell, publié en 1940 sous les presses de Charles Scribner's Sons à New York, aborde la fauconnerie sous sa dimension pratique en fournissant aux apprentis les techniques nécessaires afin de parvenir à chasser avec les rapaces. Contrairement aux deux autres livres, celui-ci est un manuel pratique tourné vers la question du « comment faire pour ». C'est dans ce riche cadre en innovation dans le domaine de la fauconnerie américaine que vient apparaître le livre de Wood et de Fife, qui offre alors la première version anglaise du traité de fauconnerie de Frédéric II. The Art of Falconry, being the Arte Venandi cum Abibus, apparaît en 1943 sous les presses de l'Université de Stanford en Californie. C'est un livre imposant de 637 pages imprimé dans un large format in quattro. Hormis les différentes parties textuelles, il y a lieu de signaler que le livre est abondamment illustré par non moins de 183 planches pleines pages. Dès sa parution, le livre reçoit une réception chaleureuse, notamment dans le milieu salon. Hans G. Epstein s'exprime ainsi à son endroit dans un compte-rendu publié dans la revue Aces dès le printemps 1944. The publication of the Arte Venandi will now be greeted with unstained enthusiasm by medievalists, historians of science, and practicing falconers. Had Wood and Fife produced a slim volume of skimpy translations, instead of this rich and superb tome, the depth on them would have been great. Being what it is, their work cannot be overestimated in its consequences, nor their patience, skill, and devotion to that work too highly praised. Dans son ensemble, le livre de Wood et de Fife contient, très rapidement et en ordre, une page titre, dont vous avez en illustration ici juste à côté, une dédicace, des exergues, une préface, une introduction des traducteurs, une étude approfondie de tous les manuscrits connus des Arte Venandi, une étude sur les gîtes de chasse de Frédéric II, la traduction de l'imposant traité de chasse médiéval en tant que tel, et puis toute une série d'études portant sur la fauconnerie. Entre autres choses, des études sur la mue des oiseaux, sur les maladies et les accidents, sur la fauconnerie dans l'état moderne, sur les représentations de Frédéric II, sur les lignées de Frédéric II, sur les oiseaux préférés de Frédéric II, sur les noms des rapaces. Enfin, le livre contient une bibliographie commentée sur la littérature dédiée à la fauconnerie, ainsi qu'un glossaire et un index des termes employés dans la fauconnerie littéraire à travers son histoire. Malheureusement, nous n'aurons pas le loisir de nous attarder sur chacune de ces parties. Alors, comme on dit si bien dans une telle situation, allons, coupons la chasse et tentons d'aller à l'essentiel. Premièrement, il m'apparaît intéressant de souligner comment la personnalité de Wood est dépeinte par Ray Lehman Wilbur dans la préface du livre. Il relate ceci. When I learned that Dr. Casey A. Wood was making a study of the eyes of birds, I realized that I had met up with an unusual man. When Dr. Wood noted that birds could see things that he could not see, he wanted to know why. Plus loin, il fournit les raisons qui auraient poussé Wood à s'intéresser à la fauconnerie et aux livres de la fauconnerie. It was a very natural thing in the later years of his life for Dr. Wood to make a study of the art of falconry, since the falcons depend on eyesight far more than the ordinary animal or bird. Bref, les recherches que Wood mène
vers la fin de sa carrière scientifique sur la fauconnerie sont intimement liés à son domaine de spécialisation médicale. Poussé par une curiosité insatiable, il se tourne naturellement vers les livres de chasse qui lui permettent alors de suivre le développement des observations sur la vision aviaire à travers l'histoire. En effet, les recherches des chasseurs ont depuis longtemps su s'allier à celles des naturalistes dans l'étude de la nature. Dans un deuxième temps, il me paraît intéressant de donner un aperçu des personnes qui ont assisté Wood et Fife dans la traduction du De Arte Venandi. Plusieurs noms se trouvent inscrits dans l'introduction du livre, parmi lesquels une mention honorable est faite au professeur de Harvard, Charles Haskins, puisqu'il encourage et soutient intellectuellement leur travail. Rappelons que Haskins est alors un éminent médiéviste dont les recherches ont largement contribué à mettre en évidence l'importance de la cour de Frédéric II dans ce qui s'avère être pour certains historiens le véritable berceau de la Renaissance italienne. D'autres professeurs et chercheurs trouvent également place dans cette liste de remerciements. John Stroll, zoologiste de l'Université de Zurich, Felix Peters, latiniste de l'Université de Bruxelles, et J.W.M. van de Waal, historien et spécialiste de la fauconnerie hollandaise. Se trouvent dans ces listes de noms également des fauconniers dont le président du prestigieux Deutscher Falkenorden, la plus ancienne association de fauconnerie dans le monde constituée à Leipzig, et M. T.A. Jack, alors éditeur de la revue The Falconer, The British Falconers Club. Enfin, Wood et Fife démontrent leur gratitude au personnel de différentes bibliothèques, car ce sont eux qui leur ont ouvert la voie au plus grand trésor de la littérature synégétique. Se trouvent notamment dans cette liste le cardinal Tisserand, le cardinal Mercanti et Don Albreda, tous rattachés à la Bibliothèque apostolique vaticane. M. F.C. Swayer de la Bibliothèque du British Museum, le Dr. W. Hoffman de la Bibliothèque de Stuttgart, M. Jean Lallier de la Bibliothèque Mazarine, le Dr. Holter de la Bibliothèque de Vienne, sans oublier Gérard Lohmer et ses assistants de l'Université McGill de Montréal. Ce réseau de collaborateurs démontre alors l'étendue des recherches menées par Wood et son assistante en vue de coordonner diverses factions du milieu scientifique, du milieu de la fauconnerie et du milieu des institutions bibliothécaires. Bien entendu, le réseau de bibliothèques auquel est fait référence s'explique lorsque nous considérons les sources écrites qui ont permis de réaliser leur travail de traduction. Ceci nous mène, dans un troisième temps, à considérer l'importante étude qu'ils proposent des manuscrits connus du De Arte Venandi. Dans cette étude, le lecteur peut suivre l'histoire mouvementée non seulement des manuscrits du traité de chasse médiéval, mais également celui de Wood, qui a traqué toutes les traces écrites de l'œuvre impériale là où elle se trouve. Bologne, Paris, Valence, Rennes, Londres, Rome, Vienne, Genève, Stuttgart. Les copies en photostat de ces précieux manuscrits, réunis ici même, témoignent de ce long périple. Nous apprenons ainsi que l'œuvre autographe de Frédéric II est perdue, sans doute en 1248, lorsque l'empereur essuie une défaite devant les Parmesans. Nous apprenons également que l'œuvre est disséminée en deux familles de manuscrits datés entre la fin du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle. L'une d'elles contient uniquement les deux premiers livres du traité de chasse et compte deux manuscrits latins et une série de traductions en ancien et en vieux français rattachés à la cour des princes bourguignons. L'autre famille contient l'ensemble des 6 livres du traité de chasse et dispersés et compte 5 manuscrits et un fragment. Nous n'entrerons pas dans les détails de cette étude, mais il convient d'insister sur la qualité de ces observations. Les manuscrits du De Arte Venandi sont tous datés en tenant compte des dernières recherches en ce domaine. Wood fait également la lumière sur les relations existantes entre ces manuscrits, ainsi que sur plusieurs informations de nature codicologique. Une attention particulière est accordée aux manuscrits conservés à l'Université de Bologne, coté MS LAC 419, et aux manuscrits conservés au Vatican sous la cote MS LAC 1071. Pour chacun de ces exemplaires, une attention soignée est donnée aux enluminures des livres. Pour le manuscrit de Bologne, une description est fournie pour chacune des lettrines qui ponctuent les 6 livres du traité. Pour le manuscrit de Rome, Wood attire l'attention sur les nombreuses miniatures qui garnissent les pages du traité.
Nous pouvons contempler aujourd'hui le réalisme tout à fait étonnant de ces images grâce au fac-similé du manuscrit de Rome paru en 1969. À travers ces descriptions patientes et détaillées, la genèse d'une tradition littéraire synégétique est alors reconstruite sous nos yeux. Dans cette partie, Wood fait également mention des principales versions imprimées de l'œuvre impériale. Une grande attention est portée à l'édition de Welser, imprimée en 1596, qui reprend la version latine en 2 livres du traité de chasse et dans laquelle se trouve adjoint l'œuvre d'ornithologie de Annibabulus d'Albert Magnus. Dans un 4e temps, il est temps de regarder de plus près la traduction offerte par Wood et Fay, en sachant bien que nous ne rendrons pas justice dans le temps qui nous reste. Le travail qu'ils réalisent est colossal, car ils offrent une traduction des 6 livres du De Arte Venandi. Ils se sont basés pour cela sur la version de Bologne et sur la version du Vatican essentiellement, dont ils vont publier les enluminures grâce au travail photographique d'Adèle Kibre de l'Université de Chicago. Dans les 2 premiers livres du traité impérial, il est question principalement du monde aviaire, des rapaces et des oiseaux employés pour chasser. Il s'agit d'une part de proposer au lecteur une connaissance zoologique sur les rapaces dans leurs dimensions éthologiques et biologiques. Dans le premier livre, traduit sous le titre « The Structure and Habits of Birds », l'empereur fait appel à la science la plus avancée de son époque, essentiellement à l'histoire des animaux d'Aristote, qu'il cite et contredit à plusieurs reprises. À ce titre, il n'y a pas le moindre doute. Le traité de fauconnerie médiévale dépasse à bien des égards les connaissances antiques formulées par le prince des philosophes, puisque le chasseur, lui, il a su observer plus longuement le corps et les mouvements des animaux volatiles. Dans le second livre du De Arte, dont le titre est « Of Falcons Used in Hunting, Their Furniture, Care and Manning », il est question plus spécifiquement de fauconnerie. Comment capturer les rapaces à l'état sauvage, comment les garder en santé, et bien évidemment, comment les entraîner afin de chasser en leur compagnie. C'est une science qui s'apprend par l'observation de la nature des oiseaux, de sorte que le texte fournit une description inégalée du plumage des principaux oiseaux de chasse. Dans ce livre, Wood a dû manier des termes spécialisés d'une langue latine italianisée selon les propres aveux de Frédéric II. Le défi de traduire les noms non seulement des différentes espèces d'oiseaux, mais également des instruments et des opérations reliées à la fauconnerie offre l'occasion à Wood d'inclure un glossaire et un index vers la fin de sa traduction. Pour le reste, les 4 autres livres traitent des différents types de chasse pratiquées par les fauconniers. Les titres traduits donnent un aperçu de la matière couverte. Le 3e livre s'intitule « On the Use of the Lure », « On Training Falcons to Fly in a Cast, on Educating Gear Falcons to Fly at Cranes, and on Hounds Used in Falconry ». Le 4e livre s'intitule Crane Hawking with Gear Falcons and Other Falcons. Le 5e livre s'intitule Heron Hawking with Gear Falcons and Other Falcons. Enfin, le 6e livre s'intitule Hawking at the Broad with the Peregrine Falcon. Ces titres suffisent pour démontrer la complexité des choix terminologiques qu'a dû effectuer Wood, car en fait, il est question de chasse avec les faucons et non avec les éperviers que le terme hawking implique. Il s'agit d'une adaptation soucieuse de fournir une compréhension la plus immédiate possible aux lecteurs du XXe siècle et spécialement aux nouveaux fauconniers. Pour terminer, je ne saurais passer sous silence la bibliographie commentée contenue vers la fin du livre. Il s'agit d'une bibliographie contenant plus de 500 titres. Parmi ces notices, une seule fait référence aux propres travaux de Wood, An Introduction to the Study of Vertebrate Zoology. Sans quoi, la bibliographie fait référence et commente essentiellement une littérature qui touche de près et même de loin les questions fondamentales de la fauconnerie, à savoir les sciences naturelles et le savoir pratique des fauconniers. The Art of Falconry,
being the arte venandi cum avibus, ouvre la voie à de recherches approfondies dans le domaine des livres de chasse, une forme littéraire encore à définir et à explorer, car il n'a pas fini de dévoiler toute son originalité. Le travail de Wood, entrepris en cette direction, dont les principaux éléments se trouvent rassemblés ici à l'Université McGill, offre l'occasion de poursuivre cette investigation en mettant à la disposition de la collectivité un précieux patrimoine documentaire et intellectuel qui nous incombe de partager, de valoriser, afin de mieux le protéger. Il est certain que les générations futures de chercheurs, de chasseurs, curieux, amateurs de livres sauraient en tirer bénéfice. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Are there questions for Maurizio concerning the wonderful translation and his wonderful exposition on the work that Woodard Fife put into it? I have one. Could you just open the book and show us some of the... Sure. You've described some of the wonderful things in it. Choose a page or two. Well, the main thing that I think is really interesting here in this book of 1943 is, of course, all the pictures that you're going to find of the manuscripts. So that's one thing. It's plenty of pictures, not only of the manuscripts, but also of the hunting birds that you're going to be able to find. So you're going to have a lot of contemporary pictures as well. So this book is made with the intention to fulfill a teaching of falconry in a great manner. So it also has to do with the original manuscript of Frederick II, because he gathered all the information about falconry that he could find, and Wood did the same job with the same maybe even more patience. Frederick II worked for 30 years on falconry. He made translations of all the manuscripts, Persian manuscripts. He had the manuscripts probably from La Région de la Normandie. So Frederick II, to make his book, he had assembled all the information available around him, and I think Wood, for making this book, did the same job with the same quality. So yeah, this is I invite you to take a look at it, and especially to buy the bibliography at the end